Londres, 1892. Une série de meurtres étranges secoue les quartiers huppés de la ville, tous liés à des victimes dont l'identité semble avoir été volée, des documents falsifiés, des visages méconnaissables et une ombre qui rôde. Sherlock Holmes et le docteur Watson sont confrontés à une énigme où la frontière entre réalité et illusion se dissout. Une course contre la montre commence, mêlant faux semblants, trahison et une découverte terrifiante. Et si le coupable était bien plus proche qu'il ne le pensait, une histoire captivante, rythmée par les déductions géniales de Holmes, idéale pour s'endormir dans une ambiance mystérieuse et apaisante. Bonsoir, chers insomniaques et amateurs de mystère. Vous vous apprêtez à plonger dans une aventure inédite de Sherlock Holmes, spécialement conçue pour accompagner vos nuits. Fermez les yeux. Laissez-vous bercer par l'ambiance feutrée du 221B Baker Street et laissez les déductions du détective le plus célèbre du monde chasser vos soucis. Si vous appréciez ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette histoire. Mais attention, une fois le récit commencé, impossible de résister à l'envie de connaître le fin mot de l'affaire de l'identité perdue. Bonne nuit et que les rêves vous trouvent. La brume londonienne enveloppait Baker Street comme un linceul humide ce matin-là, étouffant les bruits de la rue et transformant les réverbères en halos spectraux. Assis dans son fauteuil de cuir élimé, Sherlock Holmes, les doigts joints sous son menton anguleux, fixait les volutes de fumée de sa pipe d'un air distrait. Le silence était seulement rompu par le tic-tac entêtant de l'horloge ancienne et le grattement régulier de la plume du docteur Watson, occupé à rédiger un article pour The Lancet. Une odeur de thé refroidi flottait dans l'air, mêlée à celle du tabac turc que Holmes affectionnait. « Une affaire, Holmes ?» demanda soudain Watson en levant les yeux de son papier, interrompant le fil des pensées du détective. « Une intuition, plutôt », répondit Holmes sans bouger, sa voix grave résonnant dans la pièce. « Regardez ceci. » Il tendit une lettre au bord noirci arrivé par la poste de l'après-midi. Le cachet de la poste indiquait Camden Town, un quartier notoire pour ses ruelles sordides et ses trafics obscurs. L'écriture était fébrile, presque enfantine, tracée à l'encre délavée. À Sherlock Holmes. Si vous voulez sauver l'homme qui n'existe pas, rendez-vous à minuit au cimetière de Highgate. Venez seul. Watson fronça les sourcils, posant sa plume. Un piège, probable mais trop intrigant pour l'ignorer. Observez le cachet de la poste. Camden Town, un quartier où les secrets pullulent, comme vous le savez. Holmes se leva soudain, son manteau claquant derrière lui. Et notez l'expression « l'homme qui n'existe pas », une contradiction en soi ou une métaphore. À minuit moins le quart, Holmes, drapé dans son manteau noir, marchait d'un pas vif vers les grilles de Highgate. La lune, pâle et voilée, éclairait les tombes mangées de lierre, projetant des ombres déformées sur les allées pavées. Le vent glacial sifflait entre les stèles, portant l'écho lointain d'un corbeau. Soudain, une silhouette encapuchonnée surgit derrière une stèle en granit, portant une lanterne sourde. « Vous êtes seul ?» chuchota une voix rauque, déformée par un accent étranger. « Je le suis », répondit Holmes, ses yeux perçants scrutant l'inconnu. « Parlez. Alors suivez-moi, avant qu'il ne vous trouve. » La course dans les allées fut brève, ponctuée par le crissement des feuilles mortes sous leurs pas. Arrivé devant un caveau décrépit, orné de gargouilles érodées, la silhouette s'arrêta et désigna une dalle fissurée. Regardez sous la pierre. Holmes s'exécuta, retirant ses gants pour tâter la terre humide. Ses doigts rencontrèrent un objet froid, une montre de gousset en argent gravée d'un blason inconnu, un serpent levé autour d'une épée. « Qui est-ce » demanda-t-il. « Le cadavre d'hier » répondit l'inconnu, la voix tremblante. « Celui que la police a identifié comme James Verner, mais ce n'est pas son nom, et celui qui a fait ça. »
Un coup de feu déchira la nuit. La silhouette s'effondra. Holmes se pencha, mais il était trop tard. L'homme, le visage masqué, avait déjà rendu l'âme. Dans sa main crispée, un médaillon identique à celui de la montre, représentant le même symbole inquiétant. « Encore un mort sans identité », murmura Holmes en se relevant, les doigts serrés sur les indices. « Watson, cette affaire dépasse tout ce que nous avons vu. » Le lendemain, les journaux titraient « Un vagabond abattu à Highgate, aucun papier sur lui ». Mais Holmes savait déjà que le véritable mystère ne faisait que commencer. En rentrant au 221B, il étala les objets sur la table, notant chaque détail dans son carnet à la lueur vacillante d'une bougie. « Des symboles maçonniques ?» suggéra Watson. « Non, quelque chose de plus personnel. Ce serpent et cette épée. Un avertissement peut-être. » Holmes marqua une pause, son regard perdu dans les flammes, ou une signature. La pluie se mit à tomber, crépitant contre les vitres, tandis que les deux hommes restaient silencieux, conscients qu'ils venaient de franchir le seuil d'une énigme bien plus sombre qu'ils ne l'avaient imaginée. Le brouillard s'était dissipé au matin, mais une pluie fine et froide s'abattait sur Londres, transformant les rues en miroirs troubles. Assis près de la fenêtre du salon, Watson observait Holmes, qui examinait la montre et le médaillon à la lumière d'une loupe grossissante. La pièce sentait le cuir humide et le charbon brûlé dans l'âtre. « Aucune inscription sur la montre hormis ce blason », murmura Holmes. « Mais le médaillon ? Regardez ces gravures, Watson. Le serpent ne mord pas l'épée, il la protège. Un symbole d'allégeance, peut-être. »« À quoi pensez-vous » demanda Watson en se versant une tasse de thé. « À une société secrète, une confrérie ou un réseau de falsificateurs. » Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Une femme vêtue de noir, le visage voilé, se tenait sur le seuil. Ses mains gantées tremblaient légèrement. « Monsieur Holmes, pardonnez cette intrusion. Je suis la veuve de James Verner. » Holmes se leva lentement, ses yeux gris scrutant le moindre détail de la visiteuse. « Je croyais Monsieur Verner célibataire. Nous nous sommes mariés en secret. Il y a 6 mois. » Elle ôta son voile, révélant un visage pâle, encadré de boucles brunes. Ses yeux verts brillaient d'une lueur fiévreuse. « La police a refusé de me croire. Ils disent que c'est un vagabond. Mais regardez. » Elle sortit un portrait miniature de son réticule. Holmes le saisit, le comparant à la montre. Le contraste était frappant. L'homme du portrait avait des cheveux clairs et un visage rond, alors que la montre montrait un blason associé à une silhouette plus mince et des traits acérés. « Curieux », commenta Holmes, « ce portrait ne correspond pas aux descriptions du cadavre. »« Parce que ce n'est pas lui », s'écria la femme. « James a été remplacé. » Watson fronça les sourcils. « Remplacé ? Oui. Depuis des mois, des hommes disparaissent, puis réapparaissent. Différents. Leur visage, leur voix, leurs souvenirs. Tout est faux. » Elle serra les poings. « James m'a parlé d'un médecin, un certain... » Un bruit sourd retentit dans l'entrée. Holmes bondit vers la porte, mais la femme avait disparu. Sur le sol, un éclat de verre brisé scintillait. Son portrait s'était fracassé en tombant. « Watson, » ordonna Holmes, « allez chercher l'estrade. Je vais suivre cette piste. » La piste les mena à une pension miteuse de Whitechapel, tenue par une certaine Madame Hudson, une homonyme de leur logeuse, nota Watson avec amusement. Les murs suintaient l'humidité et l'air sentait le moisi. « Madame Verner est venue ici hier, » chuchota la propriétaire, une femme aux cheveux gris et à l'œil vif. Elle a rendu visite à un locataire, un peintre. Son nom, Elias Grant, mais il est parti. Elle tendit un dessin froissé. Un visage masculin à peine esquissé, avec une cicatrice en forme de serpent sur la joue. Holmes examina le croquis, son expression indéchiffrable. « Watson, nous avons affaire à un maître du déguisement,
Chaque victime est recréée. Mais à quoi bon? De retour à Baker Street, Holmes rangea soigneusement le portrait et le croquis dans son coffre. « Demain, nous irons voir un vieil ami, » dit-il en bourrant sa pipe. Un expert en art et en illusions. Alors que la nuit tombait, Watson, allongé, dans son lit, crut entendre un murmure derrière la fenêtre. Une voix féminine, à peine audible. « Il vous observe. » Mais quand il ouvrit les rideaux, il n'y avait rien. Rien que la pluie et le reflet de la lune sur les pavés luisants. L'aube se levait à peine, teintant le ciel de gris sale, lorsque Holmes et Watson se présentèrent devant l'ancien hôpital Saint-Crispin. L'édifice, abandonné depuis 20 ans, dressait ses murs lépreux au cœur de Limehouse, un quartier où même les policiers évitèrent de s'aventurer la nuit. Des graffitis obscènes maculèrent les portes cloutées et l'air sentait le sel de la Tamise toute proche. « Vous êtes certain de cette piste, Holmes ?» demanda Watson, ajustant son col contre le froid mordant. « L'expert en art, monsieur. » Langdale Pike a confirmé que le peintre Elias Grant travaillait ici comme illustrateur médical avant la fermeture de l'hôpital. Or, selon mes sources, Saint-Crispin abritait un département spécial. Holmes sortit une clé rouillée de sa poche, récupérée dans les effets personnels de la mystérieuse Madame Werner. Elle s'emboîta parfaitement dans la serrure. La porte grinça, révélant un hall plongé dans la pénombre. Des toiles d'araignée pendaient comme des voiles de deuil, et le sol craquait sous leurs pas. « Restez sur vos gardes », murmura Holmes. L'air sent le formol et autre chose. Une odeur douceâtre, écœurante, flottait dans les couloirs. Ils suivirent une traînée de sang séché jusqu'à une salle aux murs tapissés de portraits. Des dizaines de visages les fixaient, peints avec une précision chirurgicale. Tous portaient la même cicatrice en forme de serpent sur la joue gauche. « Mon Dieu !» souffla Watson. « Ces hommes, on dirait des sosies. Non, des répliques. » Holmes effleura un portrait représentant un homme brun, le visage barré d'une moustache fine. Regardez les yeux, aucune étincelle de vie. Ces hommes ont été effacés. Un bruit de verre brisé les fit sursauter. Holmes s'élança vers l'escalier, Watson sur ses talons. Au 2e étage, une porte claqua. Ils débouchèrent dans une pièce vide, éclairée par un rayon de lune filtrant à travers une fenêtre brisée. Sur une table en marbre, des instruments chirurgicaux rouillés étaient disposés en cercle, entourant un masque de cire figé dans une expression de terreur. Un rituel, suggéra Watson. Un avertissement. Holmes ramassa un dossier poussiéreux, abandonné près du masque. Les pages étaient couvertes de notes manuscrites. Sujet 12, mémoire résiduelle persistante. Nécessité d'une réimplantation faciale complète. Soudain, une voix s'éleva derrière eux, glaciale. « Vous n'auriez pas dû venir. » Un homme vêtu d'une blouse blanche tachée de sang surgit de l'ombre, un scalpel à la main. Son visage était masqué par un loup de carnaval, mais sa voix rappelait celle de l'inconnu du cimetière. Holmes recula lentement, poussant Watson vers la sortie. « Docteur. »« Vous le saurez bien assez tôt !» L'homme bondit. Holmes esquiva le coup, mais le scalpel entailla sa manche. Ils luttèrent, renversant une lampe à huile qui enflamma les rideaux. Watson, saisissant un tisonnier, assomma l'assaillant d'un coup sec. Le masque tomba, révélant un visage inconnu, ou plutôt un visage reconstruit, avec des cicatrices récentes et des yeux injectés de sang. « Fouillez ses poches », ordonna Holmes en éteignant le début d'incendie avec son manteau. « Rien. Si, attendez. » Watson sortit un médaillon identique à celui trouvé à Highgate. À l'intérieur, une photographie miniature de la femme voilée. Holmes pâlit. « Watson, cette affaire est bien plus personnelle que je ne le croyais. » Alors qu'ils quittaient l'hôpital en flammes, une silhouette les observait depuis une ruelle voisine. Une silhouette portant un manteau noir et un chapeau à large bords, identique à celui de Holmes. Une semaine plus tard, un carton doré arriva au 221B Baker Street. L'écriture, fine et aristocratique, annonçait
Lady Cavendish vous convie à son bal masqué annuel, en l'honneur des arts et des sciences. Tenue obligatoire, masque, vénitien. Holmes, les yeux plissés, examina le seau de cire brisé. Un serpent lové autour d'une épée. Curieux, murmura-t-il. Lady Cavendish est une mécène réputée. Mais son mari a financé l'hôpital Saint-Crispin avant sa fermeture. Un lien avec notre affaire ? Demanda Watson, intrigué. Sans doute. Préparez-vous, Watson, ce bal sera instructif. La soirée se déroulait dans l'hôtel particulier des Cavendish. Un manoir gothique surplombant la Tamise. Des centaines de bougies éclairaient la salle de bal, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de velours pourpre. Les invités, masqués et vêtus de costumes extravagants, tournoyaient au son d'un orchestre jouant des airs de Vivaldi. Holmes, déguisé en gentilhomme italien, son masque noir orné de plumes, scrutait la foule avec une attention clinique. « Observez ces masques, Watson, chuchota-t-il. Chacun cache un visage, mais certains cachent peut-être plus. » Soudain, Watson saisit le bras de Holmes. « Regardez, là-bas, près de la cheminée, l'homme au masque de loup, son profil. C'est le même que sur le portrait de Saint-Crispin. » Holmes acquiesça. « Séparons-nous. Vous le suivez. Je m'occupe de Lady Cavendish. » Watson se faufila entre les danseurs, mais l'homme avait disparu. Il monta un escalier en colimaçon menant aux étages supérieurs, où des rires étouffés résonnaient derrière des portes closes. Soudain, une main gantée l'agrippa et le tira dans une alcôve sombre. « Docteur Watson », souffla la voix de la veuve Werner, « vous devez partir. Il est ici. » Avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchira le silence. Ils se précipitèrent vers la source du bruit, une chambre aux murs couverts de miroirs, où gisait le corps d'un homme en costume de Pierrot. Son masque brisé révélait un visage inerte, le même visage que celui du portrait brûlé à Saint-Crispin. « Encore un sosie », murmura Watson. « Mais pourquoi ici ? Parce que le bal est un leurre, répondit Holmes, surgissant derrière. Eux. Une mise en scène pour effacer les traces. Il désigna une porte dérobée derrière un miroir. « Suivez-moi. » Ils débouchèrent dans un laboratoire secret, éclairé par des lampes à gaz sifflantes. Des étagères croulaient, sous, des fioles d'acide, des scalpels et des masques de cire alignés comme des trophées. Au centre, une machine complexe, reliée à des tubes de verre remplis d'un liquide laiteux, ronronnait sinistrement. « Une machine à voler les visages », commenta Holmes, ses doigts effleurant les rouages. Des greffes de peau, des injections, de cire, et ce liquide, probablement un sérum amnésique. Mais dans quel but ? Demanda Watson, horrifié. Créer des doubles parfaits, des hommes nouveaux, sans passé. Un rire cristallin retentit. Lady Cavendish, son masque doré scintillant, les observait depuis le seuil. « Vous êtes perspicace, monsieur Holmes, mais trop tard. » Elle actionna un levier. Les miroirs pivotèrent, révélant une dizaine de cellules où des hommes masqués, enchaînés, psalmodièrent des mots sans suite. Parmi eux, Watson reconnut le médecin masqué de Saint-Crispin. « Qui êtes-vous vraiment ?» lança Holmes. « La question est, qui êtes-vous ?» répliqua-t-elle en brandissant un pistolet. « Votre visage, vos souvenirs, sont-ils vraiment les vôtres ?» Un coup de feu retentit. La lampe à gaz explosa, plongeant la pièce dans le chaos. Holmes se jeta sur Lady Cavendish, mais elle s'échappa par un passage secret, non sans avoir crié « Le dernier acte approche, Holmes !» L'aube les trouva sur les quais, bredouilles. Watson, tremblant, fixait le fleuve. « Holmes, et si elle avait raison ? Si nous étions des répliques ? Non, Watson, notre passé est réel, mais le leur ?» Il montra un journal abandonné, titrant « Disparition mystérieuse de Lady Cavendish ». La page était ornée d'un symbole familier, un serpent et une épée. La pluie tombait drue sur Londres, transformant les rues en rivières boueuses. Holmes, assis près du feu, compulsait un livre ancien aux pages jaunies.
Watson, savez-vous ce que c'est que cela? Demanda-t-il soudain, tendant le volume à son ami. Les mémoires d'un médecin ordinaire, lut Watson. L'auteur est un certain James Werner, exactement, le même nom que notre cadavre de Highgate. Or, ce livre a été publié après sa mort supposée. Holmes se leva, arpenta la pièce. J'ai interrogé des bouquinistes. Ces mémoires, circulant dans des librairies clandestines, tout comme des dizaines d'autres récits signés par des hommes portés disparus. Des vies fictives, Watson, écrites par des morts. Le lendemain, ils se rendirent à la Lampe d'Aladin, une librairie discrète de Covent Garden, tenue par un certain R. Grimmer, un vieillard à l'œil vairon et aux doigts tachés d'encre. L'air sentait le parchemin moisi et l'encens. « Je cherche des ouvrages particuliers, » murmura Holmes. « Des récits de vie réinventés. »« Ah » fit Grimmer avec un sourire édenté. « Vous parlez des chroniques des ombres. Très rares, très dangereuses. » Il sortit un livre relié de cuir noir. Celui-ci, par exemple, écrit par un homme qui n'a jamais existé. Holmes feuilleta l'ouvrage. Les pages décrivaient une existence banale. Mariage, enfants, carrière. Mais chaque chapitre était daté après la mort officielle de l'auteur. Fascinant. Qui les écrit vraiment? Ceux qui effacent les originaux, ricana Grimmer. Les nouveaux. Soudain, un bruit sourd retentit à l'étage. Holmes bondit, escalada les marches 4 à 4. Watson le suivit, le cœur battant. Ils débouchèrent dans une pièce circulaire, tapissée de rayonnage du sol au plafond. Au centre, une jeune femme en robe grise, le visage dissimulé sous un voile, tentait de fuir en emportant un manuscrit. Holmes la retint par le poignet. « Qui êtes-vous »« Laissez-moi » cria-t-elle. « Il me surveille !» Elle jeta le manuscrit dans l'âtre. Holmes s'empressa de l'en retirer, mais les pages étaient déjà noircies. « Watson, regardez. » Malgré les dégâts, on distinguait des phrases frénétiques. « Ils ont pris mon visage, ma voix. Je ne suis plus moi. Sauvez-moi avant qu'ils ne... » La femme se débattit, arracha son voile. Watson étouffa un cri. Son visage portait la cicatrice du serpent à peine cicatrisée. « Vous êtes la secrétaire de Lady Cavendish. »« Était, » corrigea-t-elle amèrement. « Maintenant, je suis un fantôme. » Holmes la relâcha. « Qui est il ?»« Le maître des masques, celui qui orchestre les remplacements. Il... » Un coup de feu claqua. La femme s'effondra, une tache rouge s'élargissant sur sa robe. Grimmer se tenait sur le seuil, un revolver fumant à la main. « Trop de questions, monsieur Holmes. » La poursuite à travers les rayonnages fut brève. Grimmer, coincé entre une échelle et une fenêtre, sauta dans la ruelle en contrebas. Holmes se pencha. Le corps avait disparu, avalé par la foule. De retour à Baker Street, Holmes examina les fragments du manuscrit. « Watson, ces livres ne sont pas des fictions, ce sont des instructions, des modes d'emploi pour devenir quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Pouvoir, influence. Imaginez, remplacer un banquier, un politicien, un roi. » La nuit venue, alors que Watson somnolait dans son fauteuil, Holmes murmura « Et si nous étions les prochains sur la liste ?» Un coup frappé à la porte les fit sursauter. Une lettre glissa sous le battant. À l'intérieur, un message. « Vous brûlez, Holmes, mais le feu vous consumera. » Et soigneusement collé sur la feuille, une peau de serpent séchée. Une semaine s'écoula, lugubre sous un ciel de plomb. Holmes, plus taciturne que jamais, passait ses nuits à disséquer les fragments du manuscrit brûlé, tandis que Watson, inquiet, observait les cernes grandissant sous les yeux gris de son ami. Une nuit, alors que Big Ben sonnait 3 heures, un coup violent ébranla la porte du 221B. Sur le seuil gisait un homme en haillons, le visage tuméfié, une main crispée sur un éclat de verre teinté. « Aidez-moi » gémit-il. « La chambre. » Sous la tamise. Holmes le traîna à l'intérieur. « Qui êtes-vous »« Je ne sais plus. Mais je me souviens des voix. Ils m'ont volé mon nom. » L'homme, à peine conscient, murmura des bribes de souvenirs.
Un laboratoire. Souterrain, des caissons de verre remplis d'un liquide laiteux, des hommes et des femmes flottant comme des poupées de cire. Le cercueil de verre, c'est là qu'il nous garde, avant la transformation. Au matin, Holmes, après avoir administré un sédatif aux blessés, exposa sa théorie. Ces caissons sont des réservoirs d'amnésie. On y efface les souvenirs pour y greffer une nouvelle identité. Mais comment? Et où? Demanda Watson. Sous la Tamise, comme il l'a dit, près des anciens entrepôts de Limehouse. Ils se rendirent au dock, là où la rivière charriait des odeurs de poisson et de charbon. Un vieil entrepôt abandonné, aux fenêtres murées, attira l'attention de Holmes. « Regardez ces traces de roues, Watson. Des livraisons nocturnes. À l'intérieur, une trappe dissimulée sous des caisses de thé menait à un escalier en colimaçon. L'air se chargea d'une odeur chimique, âcre, tandis qu'il descendait. Soudain, une lumière bleutée filtra sous une porte en fer. Holmes colla son oreille au battant. Des voix et un cliquetis mécanique. Il força la serrure. La pièce, vaste comme une cathédrale, était éclairée par des lampes à arc électriques. Des dizaines de cylindres de verre, alignés comme des cercueils, contenaient des corps flottants dans un fluide opalescent. Des tubes reliaient les caissons à une machine centrale, surmontée d'un cadran gravé d'un serpent et d'une épée. « Mon Dieu !» souffla Watson. « Ces visages, ce sont des copies. »« Non !» corrigea Holmes. « Des originaux. On les maintient en vie pour parfaire les répliques. » Un grincement métallique les fit se retourner. Un homme en blouse blanche, le visage masqué d'un loup d'argent, actionnait une manivelle. Les caissons commencèrent à se vider. « Vous êtes trop curieux, Holmes. » La voix, c'était celle de l'inconnu du cimetière. L'homme abaissa un levier. Les cylindres se mirent à vibrer et les corps se tordirent en convulsions silencieuses. « Arrêtez !» cria Watson. « Pourquoi ?» répliqua l'homme. « Ces gens sont déjà morts. Leurs esprits ne sont que des coquilles. » Holmes, profitant d'un instant de distraction, bondit sur le levier et le bloqua. « Qui êtes-vous vraiment? Vous le saurez bien assez tôt. » L'homme sortit un sifflet et souffla. Une alarme retentit. Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. « Partez, Watson, sauvez les preuves !» Holmes, resté en arrière, pour ralentir les assaillants, ne vit pas le caisson central se fissurer. Une silhouette en émergea, ruisselante, le visage déformé par une cicatrice en serpent. La veuve Werner. « C'est vous le maître des masques, n'est-ce pas ?» lança-t-elle à l'homme en blanc. « Non, ma chère, je ne suis que son bras armé. » La bataille fut brève. Holmes, assommé par un coup de crosse, s'effondra aux pieds de Watson, qui parvint à s'enfuir avec les notes de la machine. De retour à Baker Street, Watson pansa les plaies de Holmes, le pressant de questions. Qui est derrière tout? Cela. Quelqu'un qui maîtrise l'art du déguisement et de la patience. Quelqu'un qui nous observe depuis le début. Holmes fixa les notes volées. Et qui sait que nous approchons de la vérité? La neige tombait en silence sur Londres, étouffant les bruits de la ville sous un manteau blanc. Holmes, assis près de la fenêtre, observait les flocons avec une intensité inhabituelle. « Watson, » dit-il soudain, sans quitter la rue des yeux, « savez-vous que j'ai un frère? Mycroft? Mais il travaille pour le gouvernement, n'est-ce pas? Officiellement. » Holmes se leva, ajustant son manteau. « Mais ce matin, un homme se prétendant mon autre frère a déposé ceci. Il tendit une carte de visite gravée d'un serpent et d'une épée. L'écriture était identique à la sienne. S. Holmes, venez seul. 221C, Baker Street. 221C, s'étonna Watson. Mais c'est l'appartement du dessous, inoccupé. Depuis des années, précisément. La porte du 221C, décrépite et couverte de toiles d'araignée, grinça sur ses gonds. À l'intérieur, le décor était une réplique parfaite de leur propre salon, même tapis persan, même fauteuil, en cuir, même violon posé sur un guéridon. Un homme leur tournait le dos,
vêtu d'une robe de chambre identique à celle de Holmes. « Vous êtes en retard, frère, » dit-il en se retournant. Watson retint un cri. Le visage était celui de Holmes, mais altéré. Les yeux, plus pâles, brillaient d'une lueur fanatique. La cicatrice en forme de serpent sur la joue gauche achevait la métamorphose. « Qui êtes-vous » demanda Holmes, la voix tendue. « Sherlock Ignatius Holmes, celui que vous auriez pu devenir si vous n'aviez pas choisi le mensonge. » L'homme sourit, dévoilant une dentition parfaite, trop parfaite. « Le maître des masques m'a offert une vie meilleure, une vérité meilleure. »« Le maître ?» répéta Watson. « Vous le connaissez ? » ?»« Je suis le maître. » Holmes s'avança, ses yeux gris acier fixés sur son double. « Pourquoi ces meurtres ? Ces remplacements ? » ?»« Pour corriger les erreurs de la nature. Les faibles, les oubliés. Je leur offre une renaissance. Une nouvelle âme dans une nouvelle chair. » Il désigna une pile de dossiers sur la table. « Vous seriez surpris du nombre de personnes désireuses d'oublier qui elles sont. Et Lady Cavendish ? La veuve Werner ? Des pions, comme vous. » Le double sortit un revolver. « Mais vous avez trop approché la vérité, frère. » La tension était palpable. Holmes, sans quitter son adversaire des yeux, murmura « Watson, regardez le violon. » Le médecin comprit aussitôt. Le violon posé sur le guéridon était neuf, sans la moindre rayure, contrairement à celui de Holmes, marqué par des années d'usage. « Vous n'êtes pas moi, » conclut Holmes. « Vous êtes une copie. » Le double éclata de rire. « Et vous, êtes-vous vraiment l'original ?» Il pressa la détente. Mais Watson, anticipant le geste, avait déjà bondi. Le coup partit, brisant un miroir. Holmes, profitant de la confusion, saisit une chaise et la lança vers son adversaire. « Fuyez !» cria-t-il à Watson. « Il faut détruire la machine de Saint-Crispin. » La lutte se prolongea, brutale et confuse, jusqu'à ce que le double, acculé, près de la fenêtre, murmure « Vous ne pouvez pas gagner. Le réseau est partout, même en vous. » Il sauta dans le vide. Holmes se pencha. La ruelle était vide, à l'exception d'une flaque de sang et d'un médaillon brisé. « Watson, » dit-il en ramassant le bijou, « nous avons un problème. »« Lequel ?»« Il a raison. » Holmes montra son reflet dans le miroir, éclaté. La cicatrice en serpent, à peine visible, apparaissait sur sa propre joue. La neige avait cessé, mais le froid mordant persistait, enveloppant Londres d'un silence glacial. Holmes, plus sombre que jamais, fixait le médaillon brisé trouvé sur le double. « Watson, nous devons retourner à Saint-Crispin. »« Pourquoi ? La machine est détruite. »« Non. Seulement endommagée. » Il sortit une feuille de papier couverte de calculs. « Le fluide dans les caissons, c'est une combinaison de curare et de belladone. Il efface les souvenirs, mais pas la conscience. Les victimes deviennent des coquilles malléables. Mais comment le maître choisit-il ses cibles ? Regardez ceci. » Holmes désigna une liste de noms dans le dossier volé à la librairie. Tous ont un point commun. Ils ont fréquenté l'asile de Bedlam. L'asile, officiellement appelé Bethlehem Royal Hospital, dressait ses murs sinistres à l'est de la ville. Des cris étouffés filtraient à travers les barreaux des fenêtres. Un médecin aux cheveux blancs, le docteur Seward, les accueillit avec méfiance. « Que cherchez-vous ici ?»« La vérité sur vos patients, » répondit Holmes. « Certains disparaissent, puis réapparaissent, transformés. »« Absurde, » répliqua Seward. « Nous soignons les âmes, nous ne les effaçons pas. » Mais Watson, examinant les registres, remarqua des anomalies, des admissions sans nom, des diagnostics contradictoires et des décharges signées par un certain Dr. S. Holmes. « Impossible, » murmura Watson, « à moins que le maître a infiltré Bedlam, » compléta Holmes. Utilisant l'asile comme réservoir de matériaux, ils visitèrent les cellules où des patients marmonnaient des phrases incohérentes. Une femme, les yeux vides, agrippa le bras de Holmes. « Vous sentez ça ? L'odeur de la cire. Ils vont vous refaire, comme les autres. »« Qui ?» demanda Holmes. « Le médecin au masque d'argent. Il vient la nuit,
avec ses seringues. Soudain, une alarme retentit. Des gardes en uniforme surgirent, armés de matraques. « Partez !» souffla Seward, qui les avait suivis. « Ils vous attendaient. » Ils s'enfuirent par les sous-sols, débouchant dans une cour jonchée de détritus. Là, Watson découvrit une porte dérobée, marquée d'un serpent gravé. « Holmes ?»« Plus tard, » trancha Holmes. « Pour l'heure, nous avons un autre. » Problème. Il montra une affiche collée sur le mur. Disparition de Mycroft Holmes, haut fonctionnaire. Dernier lieu vu, Bedlam. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait à Baker Street, un fiacre noir les prit en filature. Holmes, sans un mot, ordonna à Watson de le suivre dans une ruelle. Ils grimpèrent sur les toits, sautant de cheminée en cheminée, jusqu'à ce que le cocher, un homme masqué, les perde de vue. « Watson, » dit Holmes en reprenant son souffle, « nous sommes des cibles. Le maître veut nous intégrer à sa collection. Mais pourquoi Mycroft? Parce qu'il savait. » Holmes sortit une lettre jaunie de son manteau, une correspondance entre Mycroft et un certain professeur Moriarty, datant de 10 ans. Il parlait d'un projet, l'homme nouveau. Moriarty? Mais il est mort. Vraiment? Holmes fixa l'horizon. Ou bien a-t-il simplement changé de visage? Au loin, Big Ben sonna minuit. Une silhouette identique à Holmes les observait depuis un pont. Elle leva un bras et disparut dans la brume. La pluie tombait en rideaux serrés sur les quais de la Tamise, noyant les réverbères dans une brume huileuse. Holmes, le visage livide, fixait l'eau sombre où flottaient des débris. « Watson, » murmura-t-il, « nous avons été aveugles. Le maître des masques n'a jamais été un inconnu. C'était lui, depuis le début. » Il désigna une affiche délavée collée sur un lampadaire. « Conférence du professeur James Moriarty sur l'immortalité de l'âme, ce soir à minuit. » « Mais Moriarty est mort à Reichenbach, » protesta Watson. « Non, il s'est transformé. » Holmes sortit un journal froissé montrant une photographie du professeur, prise 10 ans plus tôt. Le visage était identique à celui du médecin masqué de Saint-Crispin. Il a utilisé sa propre machine pour effacer son identité et ressurgir sous une nouvelle forme. La conférence avait lieu dans un théâtre abandonné de Southwark. Des masques de cire ornèrent les murs, et l'air sentait l'ozone et la cire brûlée. Sur la scène, un homme vêtu d'une toge noire, le visage dissimulé derrière un masque d'argent, s'adressait à une assemblée fantôme. « L'âme humaine est un livre qu'on peut réécrire, » proclamait-il. « La mort n'est qu'un changement de page. » Holmes bondit sur la scène, Watson sur ses talons. « Fini de jouer, Moriarty. Sherlock, enfin !» Le masque tomba, révélant un visage à la fois familier et étranger. Les traits de Moriarty, mais rajeunis, avec une cicatrice en serpent sur la tempe. « Vous avez aimé mon petit jeu des doubles? Pourquoi ces meurtres, ces mensonges? Pour prouver que l'identité est une illusion. Les hommes ne sont que des marionnettes, et moi, je suis le marionnettiste. » Il actionna un mécanisme. Les masques sur les murs s'animèrent, révélant des visages connus. Mycroft, Lady Cavendish, Elias Grant, tous prisonniers de coqs de cire. « Vous êtes fou !» siffla Holmes. « Non, j'ai simplement compris que pour régner sur ce monde, il faut d'abord devenir le monde. » Une lutte s'engagea, brutale et silencieuse. Moriarty, agile comme un chat, esquivait les coups, tout en manipulant les cordes des masques qui se refermaient sur Holmes. « Vous souvenez-vous de notre chute à Reichenbach, Sherlock? C'était un test, pour savoir si un homme pouvait renaître. » Watson, saisissant une torche, mit le feu au rideau. Les flammes se propagèrent, embrasant les masques. Moriarty, acculé, ricana. « Vous croyez avoir gagné? Regardez donc autour de vous. » Les murs du théâtre se mirent à pivoter, révélant une salle remplie de caissons de verre. À l'intérieur, des dizaines de Holmes, de Watson, de Lestrade, tous en attente de réactivation. « Votre réseau est vaste, » admit Holmes, « mais votre arrogance sera votre perte. »« Ma perte ?» répéta Moriarty en ouvrant une trappe.
Ou la vôtre? Un torrent d'eau s'engouffra dans la salle, emportant les caissons vers la Tamise. Holmes, cramponné à une poutre, hurla « Où est Mycroft ?» Là où vous serez bientôt, nulle part. La structure du théâtre s'effondra. Watson, à demi inconscient, vit Holmes disparaître sous les décombres, tandis que Moriarty, riant toujours, était englouti par les flots. Au petit matin, Watson, blessé mais vivant, retrouva Holmes sur la berge, trempé et silencieux. « Est-ce fini ?» demanda-t-il. « Rien n'est jamais fini, Watson. » Holmes montra un masque d'argent rejeté par la rivière. « Tant que le serpent et l'épée existeront, il reviendra. » Au loin, une silhouette encapuchonnée observait la scène, un médaillon brillant dans sa main. Le soleil se levait à peine, teintant le ciel de reflets sanglants, lorsque Holmes et Watson atteignirent l'usine abandonnée de Westminster Mask and Theatre. Des masques de carton-pâte, figés dans des expressions de joie ou de terreur, pendaient aux fenêtres brisées comme des trophées morbides. « C'est ici que tout a commencé », murmura Holmes. « Là où Moriarty a perfectionné l'art de voler les visages. Et où il compte finir le travail, ajouta Watson en désignant une silhouette sur le toit. Regardez. » La veuve Werner, vêtue de noir, les observait, un médaillon serré dans sa main. Elle disparut à l'intérieur de l'usine, les guidant vers un labyrinthe de couloirs tapissés de miroirs. « Attention, Watson, » souffla Holmes. « Ces glaces mentent. Les reflets leur renvoyaient des images déformées. Holmes en criminel, Watson en bourreau, Moriarty en roi couronné. Soudain, une voix résonna. « Bienvenue, messieurs. Vous arrivez juste à temps pour le dernier acte. » Moriarty, le visage cette fois intact mais étrangement lisse, surgit d'une alcôve. Derrière lui, des dizaines de Holmes et Watson enchaînés le fixaient de leurs yeux vides. « Vous voyez, Sherlock, votre esprit est un chef-d'œuvre, mais si fragile. » Il actionna un levier. Les miroirs pivotèrent, révélant une salle circulaire éclairée par des chandelles spectrales. Au centre, un trône de cire portait l'empreinte d'un serpent et d'une épée. « Pourquoi avoir épargné Mycroft ?» demanda Holmes, gagnant du temps. « Parce qu'il était moi. Le premier essai réussi, mais il a trahi le réseau comme... Vous le ferez bientôt. » Moriarty sortit un poignard, sa lame gravée de symboles alchimiques. La mort est le seul masque qu'on ne peut enlever. La veuve Werner intervint, brandissant un pistolet. « Assez, James, vous avez tué mon mari et volé mon visage. » Holmes saisit l'occasion. « James, votre mari était le véritable Moriarty ?»« Non, » ricana l'homme. « Elle est ma sœur, Charlotte, et vous, Holmes, êtes le dernier obstacle à la nouvelle ère. » Le combat fut chaotique. Watson, esquivant un coup de poignard, renversa une rangée de chandelles. Le feu se propagea, embrasant les masques et les tentures. Holmes, profitant de la confusion, démasqua Moriarty d'un geste sec. Sous le masque, rien. Une coquille vide, sans traits, sans yeux. « Vous comprenez enfin, » haleta la créature. « Je suis personne, un esprit dans un corps de cire. » Charlotte, en larmes, tira. La balle traversa le crâne de Moriarty, qui s'effondra en une flaque de cire fondue. « Il était mon frère et mon bourreau, » murmura-t-elle avant de disparaître dans les flammes. Au petit matin, alors que les cendres retombaient, Holmes et Watson retrouvèrent Mycroft, amaigri et silencieux, dans les décombres. « Il m'avait effacé pour me remplacer, » expliqua-t-il, « mais je me souvenais de vous. » De retour à Baker Street, Holmes rangea le médaillon dans son coffre. La vérité, Watson, est souvent un masque que nous choisissons de porter. Et tandis que la pluie lavait les rues de Londres, une silhouette encapuchonnée jetait un dernier regard vers les fenêtres du 221B, avant de se fondre dans la brume. Chers insomniaques et passionnés de mystère, nous voici arrivés au terme de cette plongée dans les ténèbres de l'âme humaine. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines enquêtes de Sherlock Holmes.
Activez la cloche pour être prévenu dès qu'un nouveau chapitre est publié ou qu'un nouveau secret est révélé. Dormez bien, rêvez mieux, et souvenez-vous, même dans l'obscurité, la vérité finit toujours par pointer son nez. Bonne nuit.